Bonjour et bienvenue dans ce second épisode du podcast Journal d'un coach scolaire. Alors aujourd'hui j'ai reçu Younes. Younes est un étudiant qui vient de terminer sa réto et qui va entrer l'année prochaine à partir de septembre dans un régenda pour devenir prof de français et de religion. Alors vous allez l'entendre dans ce podcast, nous avons parlé avec Younes de son parcours, de ses difficultés, de ses réussites, ses échecs, mais également de l'impact du numérique, l'impact positif, mais aussi des difficultés et peut-être des freins liés au numérique dans un contexte d'éducation et d'enseignement. On a également parlé du Covid et lui va nous partager un peu sa posture d'étudiant et comment lui a vécu les choses dedans en tant qu'étudiant. Et on a également parlé du plaisir d'apprendre, mais également du plaisir d'enseigner, parce que c'est là-dedans que Younes va se tourner rapidement, à partir du 13 septembre. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Salut Younes, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ouais, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Tu t'es pas déplacé de trop loin parce qu'on pourrait dire qu'on est presque voisins. Nos maisons en tout cas se rejoignent presque, mais en tout cas merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais te demander comment ça s'est passé pour toi à l'école quand tu étais jeune ? Ça s'est relativement bien passé. En primaire, c'est vrai que j'ai eu pas mal de facilité. Après, j'ai toujours eu un peu plus de difficultés en mathématiques, mais il n'y avait rien d'alarmant, ça s'est quand même relativement bien passé. Ok, donc il y avait un cours qui était plus les maths, c'était un peu ta bête noire quand ouais, totalement. Et ça s'est accentué en secondaire. C'est vrai ? Ouais. Comment du coup t'es passé à travers les mailles du filet, ou qu'est-ce que tu as mis en place pour justement pouvoir quand même réussir à obtenir des points satisfaisants et qu'on te recale pas pour les maths ? C'est-à-dire que j'ai quand même eu de bons professeurs et c'était quand même derrière moi. Ils me prenaient sur le temps de midi pour dire de me réexpliquer. Ils mettaient en place d'autres manières de travailler et c'est vrai que ça me convenait assez bien. Cool, donc tu as eu des personnes ressources qui t'ont aidé, ils te prenaient du coup à part pour pouvoir te réexpliquer les choses ? Oui, c'est ça. Et en primaire, j'étais à Morlanway à l'école. Ouais. J'ai passé 3 ans là-bas et il y avait un système de tutorat. Donc en fait, les élèves de secondaire aidaient certains de primaire. Donc ils nous prenaient de 3h à 4h en remédiation et alors ils nous réexpliquaient. Et c'est vrai que c'était un autre point de vue avec d'autres explications et c'est vrai que ça portait ses fruits. C'est cool. Et donc ça fait quoi ça, d'avoir les cours réexpliqués non pas par le prof mais par un étudiant qui a fait ses années, etc. Est-ce que pour toi c'était intéressant d'avoir un autre angle, peut-être une autre approche et que ça soit expliqué par un étudiant qui a peut-être une autre façon de faire que le prof ? En soi, je me dis que c'est quand même bien parce qu'en fait, les professeurs, ils ont eu leur formation, ils ont appris à mettre en place certaines choses avec les élèves, tandis que les élèves de secondaire, là, ils avaient appris, mais après, c'était à leur propre manière de travailler. Donc, c'est vrai que ça m'a fort aidé. Cool, ça c'est super intéressant, ce projet de tutorat, il n'y en a pas dans toutes les écoles et pourtant c'est vrai qu'un élève, même pourrait apprendre à un autre élève. D'ailleurs on dit souvent qu'en pédagogie, si on arrive à réexpliquer un concept, une notion qu'on a vu en cours à un autre enfant, c'est là où on a le plus haut niveau de connaissance, qu'on arrive à le réexpliquer et à le faire comprendre surtout à une autre personne. Donc pour toi en tout cas ça a marché. Ah oui, totalement. Cool, super. Si tu veux, j'aimerais qu'on puisse parler, si tu es d'accord bien entendu, un peu de cette période de Covid. J'aimerais bien avoir ta pensée un petit peu là-dessus. Comment toi tu as vécu les choses en tant qu'étudiant, proche des supérieurs, fin des secondaires, ce moment important où on attend aussi, je ne sais pas s'il y avait un voyage organisé ou ce genre de choses. Enfin, il y a des événements normalement qui se profilent il y avait des projets. Il y avait des projets. Comment tu as vécu tout ça toi de ton côté ? Déjà, il faut savoir que quand j'ai refait ma 5e secondaire, c'est l'année où il y a eu la crise Covid. Faut savoir que jamais j'aurais cru en septembre avoir cours à distance dès le mois de mars. On n'a pas eu tous les cours parce que c'était pas forcément obligatoire. D'accord. Mais faut savoir que jamais j'aurais cru travailler autant pour l'école via l'ordinateur. Ah oui, ok, c'était un peu une fausse croyance. Enfin, tu pensais pas que de chez toi, avec un ordinateur, tu pouvais... Donc quoi, tu travailles plus que ce que tu travaillais en présentiel, oui, ou c'était différent ? Ouais, okay. Oui, parce qu'en fait, déjà, c'est une autre méthode de travail qui a été mise en place. On avait beaucoup moins de cadres, on avait de longues échéances pour remettre des travaux. Donc, c'est vrai qu'il fallait vraiment bien s'organiser parce que pour finir
quand on avait déjà un travail qui était prévu une semaine à l'avance, après il y a d'autres travaux qui venaient s'intercaler entre, donc c'est vrai qu'il fallait vraiment bien gérer. Ok, donc ça demandait plus de temps et certainement plus d'adaptation aussi. Comment toi t'as fait pour inviter l'école chez toi et que transformer peut-être ta chambre ou ton espace de travail en à la fois espace de loisirs et l'espace de travail? Est-ce que c'est pas trop compliqué ça? Bah déjà j'avais pas d'ordinateur de base sur mon bureau, donc j'ai vraiment tout réaménagé, j'ai vraiment remis de l'ordre, quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours été ultra ordonné, donc j'ai pas trop eu de soucis. Mais c'est vrai que c'était tout un aménagement à prévoir. Mais après, au bout d'une semaine, je remarquais, ça ne va pas, faut remettre comme ça. Et pour finir, après, je me suis facilement adapté. Donc, au niveau organisation de l'espace, on peut dire chez toi, là, ça n'a pas posé de soucis. Non, ça va. Et au niveau organisation, un petit peu gestion du temps, comment ça se passe parce que moi, j'essaye de me mettre à la place des étudiants, mais c'est compliqué parce que je ne l'ai pas vécu dedans. Mais comment ça se passe quand on doit étudier chez soi et quand on a des cours à distance, etc., et qu'en même temps, on est chez soi? Comment on organise un peu son temps? C'est ultra compliqué parce que, par exemple, je vais l'avouer, les cours commencent à 8h15. Ouais. À 8h05, j'étais encore dans mon lit. Donc, tu sautais de ton lit vers ton bureau. Totalement. J'enfilais un gilet, si on voyait pas mon haut de pyjama. C'est une bonne tactique, ça. Ouais, donc c'est vrai que j'avais vraiment du mal parce que du fait qu'on avait beaucoup moins de cadres où on n'avait pas forcément quelqu'un à côté de nous pour dire allez fais ça, moi j'ai vraiment du mal. D'accord. J'ai par exemple un travail que je savais faire en 1 heure de base, je prenais 4 heures pour le faire, quoi. Donc c'est vrai que c'était ultra compliqué, ça devenait ingérable. Parce que pour finir, je me suis dit, je me trouvais nul, et en soi, c'était pas forcément parce que j'étais nul, c'est parce que c'était nouveau et on n'a pas été formé pour ça. C'est ça, c'était finalement nouveau pour tous les étudiants, pour tous les profs aussi, et finalement tout le monde totalement. a dû... Ça n'a été facile pour personne. Ouais, tout le monde a dû s'adapter, mais en tout cas, toi, c'est ça, ce qui te prenait 1 heure avant au niveau d'un travail, te prenait beaucoup plus de temps, jusqu'à 4 heures dans cette période. Tu m'expliquais juste avant qu'on démarre l'interview que tu as même fait une demande au niveau de l'école pour pouvoir aller suivre des cours en ligne, mais sur place, c'est ça? Comment ça? Oui, c'est ça. Donc, faut savoir que mon établissement scolaire, ils ont proposé aux élèves qui avaient plus de difficultés à suivre les cours en ligne de venir à l'école lors de la semaine où on était censé être à la maison. Donc on venait, on avait notre ordinateur et on était dans une grande salle avec tous ces élèves, on avait notre casque et on suivait les cours si les professeurs n'étaient pas à l'école. Par contre, si les professeurs étaient présents à l'école, on allait avec eux. Ouais. Et alors, de là, on suivait le cours avec le professeur en face et c'est vrai que c'était plus rassurant, on avait un meilleur cadre et personnellement, ça m'a vraiment permis de me remotiver et d'être à fond dans les cours. Et là, plutôt que 8h05 au réveil, c'était certainement quelques minutes avant, même si tu n'allais pas très loin de l'école. Ouais, là, c'était debout à 7h et même, c'était vraiment un bonheur. Ouais. Allez, c'était un peu un retour vers l'école normale, même le rythme, en tout cas, c'est ça, tu l'as senti au niveau du rythme, que ça te replongeait dans le bain de l'école. C'est ça, parce que je pense que si j'avais pas eu ça, j'aurais vraiment eu du mal pour la rentrée en 100% en présentiel. Okay. Il y avait d'autres étudiants qui étaient dans le même cas que toi, et que quand vous faisiez ça, est-ce qu'il y avait d'autres étudiants qui assistaient aux cours en présentiel, mais à distance, du coup à l'école? Alors, faut savoir qu'en réto, on n'était pas forcément beaucoup à suivre. Par exemple, j'étais le seul dans ma classe, donc c'était assez comique parce que j'étais seul avec le professeur en classe. Qui lui devait regarder une caméra et pas toi, ça doit être compliqué. On se mettait face à face et pour finir, c'est vrai, c'est comique parce que j'entendais tous mes potes de classe qui étaient de l'autre côté. Pour finir, des fois les professeurs ils disaient Younes vous fait un coucou. C'est cool ça. C'était vraiment spécial, mais c'était vraiment chouette et ça permettait de créer un autre lien aussi avec le professeur, quoi. Ouais, tout à fait. Et est-ce que du coup tu avais aussi le PC pour voir tes copains de classe, ou non, il y avait juste la vue face au prof, au tableau? Ça dépendait. Des fois le professeur branchait son ordinateur sur l'écran interactif, donc de là je voyais tout l'écran. Des fois, je prenais uniquement mon ordinateur pour voir le support. Donc, je regardais mon écran, je prenais des notes, mais par contre, je coupais le son parce que j'entendais le son via l'ordinateur du professeur. La sonnerie, parce qu'on a dans le prof qui parle, le son de sa voix de l'ordinateur, ça doit être très très compliqué. Si tu veux, j'aimerais qu'on puisse revenir sur le moment où tu as dit que tu as redoublé ta 5e secondaire, c'est ça? Donc tu t'attendais à revenir sur une année normale et finalement, boum, Covid, on pense reprendre sur des bonnes bases et finalement il y a un nouvel
nouvel élément là qui vient chambouler un peu tout. T'en retires quoi, toi, de ce redoublement? Comment tu le vis maintenant, 2 ans plus tard? Faut savoir que moi, j'ai toujours vu le redoublement, c'était comme quelque chose un peu d'effrayant. Enfin, allez, c'est me dire, tu vas passer avec des gens, enfin, tu vas passer maintenant ta scolarité avec des gens qui ont 1 an en dessous de toi. Enfin, c'était vraiment spécial, mais moi, faut savoir que en 4e secondaire, j'ai la majorité de mes amis qui ont recommencé leur année. D'accord. Et donc, je suis monté tout seul en 5e. Et donc, tu les as retrouvés du coup après? Ouais, c'est ça. Je me suis retrouvé un peu tout seul en 5e. D'accord. Et au début, c'est vrai, j'avais quand même des amis, ça, faut pas le dire, faut pas l'oublier. Mais c'était pas la même chose. J'avais pas mes plus fidèles amis avec moi. Donc, c'est vrai que je l'ai mal vécu. Puis après, au mois de mars, j'ai eu une baisse de motivation totale. Je prenais plus de plaisir. J'étais là en cours sans être là. D'accord. Ça s'est remarqué au niveau de mes points. Et, c'était compliqué dans la seconde partie de l'année où t'as senti vraiment une chute au niveau de la motivation. Et pour finir, les professeurs, ils ont dit que c'était quand même beaucoup mieux pour moi de recommencer. J'étais pas en situation grande catastrophe, mais bon, quand même, les mauvais points étaient là. D'accord. Et puis après, voilà, quand je l'ai appris, d'un côté, oui, j'ai pleuré parce que c'est quand même toujours un choc, même si je m'y attendais plus ou moins. Ouais. Mais après, en soi, je regrette pas du tout parce que pour finir, on avait parlé de faire un recours. Ça servait pas à grand chose parce qu'en finalement, soi, tu t'es dit autant repartir et refaire toute la matière toute l'année. Et même si c'était compliqué, mais en tout cas, tu l'as vu positivement. Est-ce que tu penses que maintenant, se refaire cette année-là, ça t'a servi pour ton parcours jusqu'en réto et peut-être jusqu'à l'année prochaine? Ah oui, totalement. Parce que pour finir, j'ai rencontré des personnes formidables. Ouais. Franchement, avoir cours avec des personnes qui ont 1 an en dessous de moi, ça m'a vraiment aidé parce que j'ai remarqué c'était vraiment une année où ils étaient tous solidaires, tout le monde s'envoyait les cours, chose qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. Donc toi, ça t'a fait du bien dans cet environnement-là positif où les gens échangent, partagent, avoir des bonnes relations avec les totalement, parce que d'ailleurs c'était comique parce que pour finir, ils m'appelaient un peu le daron de la classe. Enfin, c'était un peu comme mes enfants, quoi. Non, franchement, c'était vraiment chouette. J'ai passé... Sans vouloir, j'ai passé les 2 meilleures années de mes secondaires. Super. Sans vouloir critiquer avant, mais... Non, c'est ça. C'était des bonnes années. C'était vraiment une meilleure ambiance. Ambiance. Donc, ça compte pour toi, le fait d'être dans une classe positive, avec des gens qui s'entraident, qui soutiennent et qui se tirent peut-être pas dans les pattes ou pas tout le temps. Est-ce que le fait de te sentir bien dans une classe et bien avec les gens de ta classe, ou peut-être pas tous, mais est-ce que pour toi c'est important quand on est étudiant? Oui, totalement, parce que déjà ça amène davantage de confiance en soi. Si on avait un problème, si tu veux, je peux t'envoyer ça, je peux... Cool. Enfin, franchement, l'esprit d'entraide, c'est ultra important, je trouve, et c'est ce que j'ai retrouvé en doublant, quoi. Donc, ça m'a vraiment aidé, et alors j'ai vraiment pu entreprendre ma 5e, ma 2e 5e et ma réto de la manière la plus sereine possible. C'est ça, et finalement, tu as évolué avec le groupe aussi jusqu'en réto. Ok, parce que c'est vrai que c'est vrai que ça fait un choc, et celui qui me dit, moi, doubler, ça me touche pas du tout, ça m'atteint pas, etc. Je sais pas si c'est réellement possible. Ça fait quand même toujours quelque chose. Je crois que personne n'a vraiment envie de doubler. Alors il y en a qui disent que je vais montrer ou c'est pour faire du coup du mal à mes parents, ce genre de choses. Mais je crois qu'au fond de soi, il y a personne qui veut doubler, personne recommencer une année. Mais quelquefois c'est nécessaire. Ah oui, c'est sûr. Et c'est pour notre bien en soi. Au début, j'ai eu du mal à comprendre la décision des professeurs. Ma maman, on a eu un peu de mal. On s'est dit. Pourquoi moi, par exemple, alors que d'autres élèves étaient dans la même situation que moi et eux, par exemple, ils ont eu un repêchage aux examens ou quoi. Mais après avec plein de réflexions, plein de discussions, c'était pas une si mauvaise chose, quoi, parce que ça m'a vraiment permis de refaire ma 5e correctement et les résultats étaient là, quoi. Par exemple, j'ai toujours eu du mal en mathématiques, en recommençant, mes points n'étaient pas exceptionnels, mais je réussissais quand même mathématiques, donc ça faisait vraiment plaisir. C'est ça. Finalement, tu as vu une amélioration des points et ça t'a permis d'être dans une situation plus de certitude où tu t'es dit, mes points augmentent, donc finalement, je reste pas dans la situation de l'année dernière et j'évolue, même peut-être, j'ai pas 19, j'ai pas 20 sur 20, mais quand même, il y a une progression, je sens que là... Ça se passe mieux pour moi. Oui, totalement. Et puis, ça m'a aussi permis de me consolider avec l'idée de ma future profession, des études que je vais entreprendre dès septembre. Justement, on va pouvoir en parler. Tu souhaites faire quoi, toi, Younes ? Moi, j'aimerais entreprendre un régendat en français religion, donc pour donner cours
dans les premiers et deuxième degrés de l'enseignement secondaire. Ok, super. Et donc là, tu m'as dit que les démarches sont en cours, tu rentres en septembre du côté de Charleroi, c'est ça, dans une école à Charleroi? À la ELA de l'Overval. Cool, super, c'est un chouette coin là, tu vas voir, c'est assez sympa. C'est super calme, je suis allé visiter l'école, franchement le cadre il est super chouette. L'école, il n'y a pas énormément d'élèves, d'ailleurs par exemple en français religion, comme on m'a expliqué, c'est entre 7 et 14 élèves par année, donc pas des classes avec une centaine d'élèves. Oui, non, c'est ça, il y a uniquement pour les cours généraux comme pédagogie, etc. Ça se passe, on est plus ou moins 80 parce qu'on est tous les régendas ensemble, mais les cours de spécialisation pour nos régendas, c'est vraiment en groupe restreint. Cool. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire ça? À partir de quel moment tu t'es dit « Ok, moi, je me vois bien prof de français, religion, j'ai envie d'aller, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de transmettre du savoir aux élèves ». Eh ben, j'ai vraiment eu la chance, dès la deuxième secondaire, d'avoir de super profs de français. Ça m'a vraiment permis d'apporter un attrait plus fort au cours de français, parce que je trouve que c'est un cours qui est délaissé. Quand je vois la baisse du niveau de l'orthographe, etc., ça fait un peu peur quand même. Mais j'ai toujours bien aimé lire la littérature, j'ai toujours eu des facilités en orthographe. J'aime bien aussi réexpliquer, ça m'est déjà arrivé de réexpliquer la matière d'un autre point de vue, comme on en parlait tantôt, d'un point de vue d'un élève, c'est différent du point de vue d'un professeur. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé, et depuis ma deuxième, j'ai eu que de bons professeurs. Super, donc ça t'a mis une idée positive du cours en lui-même, de dire ok, moi ces professeurs-là qui m'inspirent et qui me font finalement qui me transmettent leur passion pour le français, pour la littérature, etc. Je le ressens très très fort, et du coup j'ai envie de développer ça. Oui, et puis ça a été des professeurs qui, chacun à leur manière, enseignaient le français d'une manière différente. Donc en soi, je me dis pourquoi pas moi-même enseigner, mais avec un mélange de toute leur pédagogie. Cool. Et c'est ça qui est chouette, parce que j'ai eu 5-6 pédagogies différentes, donc ça m'a vraiment permis, cette prof-là, elle faisait comme ça, mais c'est vrai que c'est chouette. T'as vu différentes façons de faire, et ils n'étaient pas des robots, ils n'avaient pas tous la même façon de faire. Non, c'est ça, et ça m'a vraiment permis de me dire, voilà, le français, tu pourrais le travailler comme ça. Et puis, pour le cours de religion, c'est mes 2 dernières professeurs qui m'ont vraiment donné l'envie de travailler comme ça, parce que de base, je me prédestinais pas vers la religion. D'accord. J'aurais peut-être plus été vers français et langue étrangère, par exemple. Mais en soi, quand j'ai vu le cours de religion, de la manière comment l'accent qu'il prend sur les dernières années, sur le programme, comment on peut le travailler, toutes les manières, je trouve ça vraiment intéressant, et cool. En soi, pourquoi pas apporter ma petite touche au cours de religion. Super. Toi qui as vu les différentes façons de faire des profs, les différentes façons d'enseigner, les différentes méthodes, etc., ça serait quoi pour toi, Younes, un prof idéal d'un prof? C'est quoi pour toi un bon prof, même si j'aime pas le terme bon, mais c'est quoi un prof qui enseigne bien? Déjà, c'est un professeur qui vient en cours avec le plaisir d'enseigner. Pas un professeur qui vient uniquement parce qu'il doit faire ça. Non, c'est vraiment un professeur qui va apporter un grand attrait à son cours, qui va vraiment être passionné, parce que je pense que déjà un professeur idéal, c'est vraiment le professeur qui est passionné et qui aime faire ce pourquoi il est là, parce que c'est pas le cas de tous les professeurs. Il y a des professeurs, des fois, ils viennent uniquement parce qu'ils sont obligés. On comprend bien qu'ils attendent que la montre tourne. Oui, c'est ça. La journée puisse être C'est finie. aussi un professeur qui a sa propre manière d'enseigner, qui a aussi un bon contact avec les élèves. Je crois que c'est quand même ultra important, parce que un professeur, c'est pas uniquement une personne qui va nous instruire. Non, c'est quand même une personne avec qui on va passer plus de temps limite qu'avec nos propres parents pour certains professeurs. On passe beaucoup de temps avec en tout cas certains profs dont le français c'est généralement quelques heures par semaine. Oui, c'est ça, c'est quand même pas mal d'heures. Donc limite on passe plus de temps avec certains professeurs qu'avec nos parents. Donc autant que la relation soit bonne et qu'il y a quelque chose qui se construise en plus du cours. Et ça, tu l'as dit, donc du coup le plaisir d'apprendre, enfin le plaisir de transmettre et de vivre vraiment ce métier comme quelque chose de passionnant, ça se ressent fort au niveau des élèves pour toi, et c'est quelque chose qui est communicatif, on peut dire. Je me souviens aussi que moi, il y a des professeurs, il y a toujours les professeurs qui marquent, et moi ceux qui m'ont le plus marqué, c'est les professeurs qui racontaient des histoires, qui adoraient, on restait après les cours pour discuter des sujets, etc. Parce qu'ils arrivent à transmettre finalement aux élèves cette envie d'apprendre. Et finalement, ils éveillent la curiosité vraiment chez les élèves. On a envie de continuer la discussion avec le prof, parce que le prof, quelquefois, il arrive. Moi, j'ai eu des profs, ils venaient, ils s'asseyaient sur un banc et ils racontaient, mais c'était vraiment comme des histoires. On a l'impression qu'ils lisaient un livre, et c'était
c'était magique, quoi. Ah parce oui, que vraiment. T'étais dedans, tu t'ennuyais pas. Et... Ouais. Par exemple, j'ai 2 professeurs en tête. Par exemple, ma prof d'histoire. Forcément, le programme d'histoire, il amène sur les guerres. Ouais. Et je me souviens, elle a amené des objets de la guerre, mais c'était vraiment ultra intéressant parce qu'elle a amené des énormes sacs. Alors, on a touché au casque, on voyait des bouquins, on a vu de l'ancienne monnaie. C'est ça. C'était vraiment ultra intéressant. Ça fait vivre une expérience à partir même d'objets, de choses qui permettent de mieux comprendre, mieux appréhender, même d'aller plus loin dans... Ouais, c'est ça. Cours, et puis, par exemple, j'ai ma titulaire qui a été ma professeure de français et de religion cette année. À chaque fois, elle avait une anecdote à nous raconter. Ouais. Et c'est vrai que ça permettait une meilleure compréhension. Elle disait, ça, on pourrait le faire avec ça. Enfin, c'était vraiment ultra intéressant et super chouette parce que pour finir... Ok, on apprenait, mais on apprenait d'une autre manière et c'était beaucoup plus instructif et ludique aussi. Ouais, c'est ça. Donc faire passer ça sous forme de plaisir aussi et de pas, voilà, c'est ça, de pas venir avec les pieds de plomb parce que finalement pour amener le cours agréable aux jeunes, il faut pouvoir aussi qu'il soit agréable, en tout cas au minimum pour soi, et trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi que les profs qui arrivent à communiquer, ça intéressent les jeunes à certaines notions. Peut-être qu'on pourrait se dire comme toi, voilà, l'histoire c'est peut-être pas toujours passionnant, mais la façon dont le cours d'histoire va se donner, ça peut peut-être changer le déroulement des choses. Voilà, c'est ça. Et puis, je pense aussi que, par exemple, il y a des professeurs. C'est pas unique. Un bon professeur, c'est vraiment pas uniquement quelqu'un qui va être là à regarder au point. Non, je pense que c'est aussi quelqu'un qui doit regarder le progrès, qui doit souligner le progrès, et puis voilà, qui doit être aussi présent pour l'élève. Bon, forcément, plus on va monter, moins ça va être le cas. Je trouve ça normal parce que faut aussi qu'on prenne de l'indépendance. Mais c'est quand même un professeur qui va dire « Ah, mais voilà, là c'est bien, tu remontes. Allez, là, fais attention. Là, je te conseillerais de faire ça, de faire ça. » Ça, il va encourager, il va soutenir, il va valoriser finalement, comme tu dis, le progrès, les efforts. Oui, voilà, et pas uniquement regarder au point. Là, t'es pété, c'est pas bien. Non, c'est ça. C'est bien ou pas bien, non. Mais il y a des difficultés. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Cool. Tu me partageais aussi que tu as fait un travail de fin d'études sur le numérique. Oui, c'est ça, sur le cartable numérique. Top, j'ai même eu l'occasion de pouvoir y participer, en tout cas un petit peu, de pouvoir le lire, et merci pour cette invitation. C'est normal, et puis en soi, je trouvais ça important aussi d'avoir l'avis d'une personne qui exerce son métier, parce qu'en soi, je me voyais mal, j'avais déjà eu le ressenti des professeurs, des élèves, mais pourquoi pas avoir le point de vue d'un spécialiste, et je trouvais ça ultra important. Ok. Le numérique pour toi, ça a quelle place à l'école? Parce que du coup, on en a entendu beaucoup parler depuis 2 ans. Toi, tu as même fait un travail de fond, de recherche, où tu as été faire des initiatives. Enfin, voilà, tu as fait un travail très complet, très riche à ce niveau-là. Mais c'est quoi la vie personnelle de Younes sur le numérique à l'école? Je crois qu'il faut déjà, pour moi, faire une distinction entre apprendre avec le numérique et apprendre le numérique. Ouais. Je crois que ce sont 2 choses totalement différentes. Parce que moi, voilà, je suis pour l'utilisation du numérique. Je trouve ça ultra important. Il faut évoluer avec son temps. Mais je pense qu'il faut savoir l'utiliser correctement en fonction des besoins et en fonction des capacités. Parce qu'en soi, je me dis que il y a des professeurs, ils vont avoir les compétences pour travailler avec le numérique, mais leur cours ne va pas forcément s'y prêter. C'est ça. Ici, je suis allé en observation en 3e secondaire et en 4e secondaire dans mon école. Et puis, j'ai vraiment pu remarquer que, de mon point de vue à moi, ayant toujours eu des difficultés en mathématiques, par exemple, j'assistais à des cours de maths en 3e. Et je me suis dit, en soi, si j'avais peut-être eu cours sur ordinateur, ça serait peut-être pas si mal passé. Après, j'ai remarqué d'autres cours qui ne s'y prêtaient pas. J'ai pu échanger avec les professeurs. Les professeurs, ils m'ont dit, personnellement, une professeure de français m'a dit ainsi, je suis pour le numérique, mais elle a dit mon cours ne s'y prête pas forcément parce que cours de français, c'est quoi? C'est écrire, c'est lire. Et tout peut pas se faire à travers un écran et un clavier. Il y a des choses qui demandent d'être faites autrement qu'à travers un oui, écran. Voilà, c'est ça. En soi, lire sur un ordinateur est complètement différent de lire sur un livre. En soi, on n'emmagasine pas de la même façon. Donc, tout à fait. Donc, c'est ça. Vraiment faire la différence. C'est qu'il y a des choses pour toi qui se prêtent bien au numérique, qu'on peut associer le numérique. Et est-ce que pour toi, le numérique pourrait remplacer les professeurs? Ah non.
En soi, même si les professeurs ne sont pas toujours exceptionnels, ou on entend des élèves se plaindre des professeurs, il est nul et tout, mais je crois que chaque professeur est quand même important, il a quand même sa place, parce que déjà, le professeur, il permet un contact social. Quand je vois certains... Le PC ne parle pas, quoi. Enfin, oui, voilà, c'est ça. On a Alexa ou on a les trucs de Google, mais ça ne dit pas grand-chose. Ce sont des robots, il n'y a pas d'échange vraiment avec eux. Oui, voilà, c'est ça, en soi. Donc, il y a déjà le contact social. Côté humain, social, ouais. Et puis, en soi, c'est complètement différent de parler à un robot que de parler à une personne. Enfin, par exemple, il y a des professeurs à qui on peut se confier. Je me vois mal me confier à un robot, par exemple. Ouais, tout à fait. Et puis en soi, je me dis que le professeur, il est indispensable déjà pour l'apprentissage, pour les corrections, pour... Il y a un site, si jamais tu veux aller voir, c'est super intéressant. C'est Will Robot Take My Job. Ça te calcule, en fait, c'est un site qui te permet de calculer l'estimation, le pourcentage que les robots remplacent ton métier ou pas. Et si tu tapes teacher, on voit qu'il n'y a que 2% de chance. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est très très faible. Au final, oui, il y a une intégration de le numérique. C'est un peu comme un outil. Et tu vois, un outil, on peut bien ou pas l'utiliser. Si je prends un crayon, je peux écrire ou je peux le planter dans l'œil. Donc tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Donc c'est plutôt comment on va utiliser l'outil. Le numérique, c'est un outil comme un autre, comme on a un plumier, qui vient au service, mais qui ne remplacera pas le professeur, parce que ça reste, comme tu dis, il y a le contact humain, là, il y a la relation, la façon d'enseigner, des choses que le numérique ne peut pas faire. Ça vient en complément, et il y a de belles choses. Et même, c'est vrai qu'il y a des tutos sur YouTube. Moi, je me dis, il y a certains professeurs en secondaire, si j'avais été voir maintenant un tuto sur YouTube, j'aurais compris. Chose que je n'ai pas compris en classe quand ils me l'ont eux expliqué. Donc ça vient en renfort, ça vient en supplément, mais c'est pas quelque chose qui va, je pense non plus, remplacer. En soi, le numérique, ça doit vraiment être c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle je suis arrivé au bout de mon TFE. Le numérique, pour moi, il doit être utilisé comme un outil et pas comme un support, parce que c'est vraiment pas possible. Moi, quand je vois, il y a des élèves qui ont déjà du mal avec un ordinateur. Ne fût-ce déjà avoir tous les supports de cours sur ordinateur. En soi, j'ose même pas imaginer me dire mais si le professeur est un robot, qu'est-ce que ça donnerait, quoi. Quelle catastrophe. Tout à fait. J'ai l'impression, si imaginons un jour les robots viennent remplacer les professeurs, déjà moi qui veux être professeur, je suis pas ultra d'accord. Il y a pas beaucoup de chance, ne t'inquiète pas. C'est pas dans les métiers qui vont être remplacés normalement selon les prédictions. C'est ça. En soi, je me dis mais où est-ce qu'on va, quoi. Le numérique, c'est bien, mais à petite dose. C'est ça. Donc, on ne remplace pas l'école par que du numérique. Et puis, ça vient en complément, comme tu l'as expliqué. C'est quoi, par contre? Est-ce que pour toi, tous les jeunes sont à l'aise avec le numérique, ou est-ce qu'il y a des différences aussi? Est-ce qu'on pourrait se dire, OK, maintenant, tous les jeunes, tous les ados ont le numérique dans leur poche, ils utilisent ça tous les jours, et donc, pour eux, c'est simple, donc on peut l'utiliser, ou il y a encore des différences? Il y a peut-être des jeunes à qui il faut prêter plus attention parce qu'eux n'arrivent pas trop à maîtriser l'outil, ou plus de difficultés. Par exemple, j'ai pu faire un questionnaire aux élèves de 3e et de 4e secondaire de mon école, et je pense une grande majorité m'a vraiment souligné le fait que c'est complètement différent d'utiliser le numérique à la maison sur les réseaux sociaux, pour aller regarder des vidéos YouTube, pour jouer, que pour travailler pour l'école, parce que, ils m'ont dit c'est totalement différent, on n'est pas forcément hyper bien préparé, parce que ça arrive ainsi. On n'a pas tous des cours d'informatique dans l'horaire, et puis en soi les cours d'informatique ne sont pas forcément là pour dire on utilise un ordinateur comme ça. Non, les cours d'informatique, c'est malheureusement, quand on a 1 heure par semaine d'informatique, c'est plus du traitement de texte. C'est ça. On va faire plutôt du Word, de l'Excel, c'est ça. Je comprends que jouer à Fortnite, c'est pas la même chose que utiliser Teams ou utiliser un outil spécifique pour pouvoir apprendre, quoi. Donc tout à fait. Donc finalement, il y a un apprentissage aussi peut-être à faire, et ça, le Covid a fait que tout le monde peut-être a été dépassé. En tout cas, ça a été compliqué de former les élèves tout de suite, et donc peut-être qu'on a dit OK, on passe maintenant en numérique et tout le monde va recevoir il y a même eu des travaux numériques et ce genre de choses. Mais peut-être que à terme, ça serait peut-être intéressant. Tu me diras ce que tu en penses là-dessus, peut-être de former aussi, autant les enseignants bien sûr, mais que les élèves à l'utilisation du numérique en tant qu'outil vraiment pédagogique. Oui, voilà, c'est ça. En soi, je me dis que c'est déjà ultra compliqué. Pourquoi ? Parce que les enseignants, oui, peut-être que maintenant, les plus jeunes, ils ont eu davantage de cours dans leurs études pour enseigner avec le numérique. Mais je me dis que c'était peut-être pas le cas pour des professeurs qui ont 20 ans d'ancienneté, 30 ans. Je me dis que ça doit vraiment être ultra compliqué. Y a des professeurs qui sont plus âgés. Ils sont arrivés, tu dois donner cours en ligne.
Non, mais c'est ça, complètement. C'est peut-être déjà dur pour eux d'ouvrir une boîte. Enfin voilà, le contexte est différent parce que voilà, ils ont été moins baignés peut-être dedans. Oui, voilà, donc, c'est ça. C'était plus compliqué. Avant de former les jeunes, je pense que c'est primordial de former les professeurs à l'utilisation du numérique. Et là, peut-être que ça va permettre de meilleurs apprentissages et une facilité pour les élèves aussi. Super, cool. Est-ce que toi, tu as des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Est-ce que tu as des modèles ou des modèles de référence ou des gens qui te motivent ou voilà, c'est qui, toi, tes sources d'inspiration? Déjà, c'est ma famille. Ouais. Je pense... dans ma famille, on a toujours été... on n'a rien sans rien. Donc, faut travailler pour avoir. Ouais. Vous avez la valeur de l'effort, de dire, OK, il y a pas de... Il y a peut-être un peu de chance, mais il y a un effort derrière. Et que oui, voilà, c'est ça. En soi, quand je regarde mon papy qui, dès l'âge de 12 ans, il travaillait, il allait à la ferme, il allait... ça a toujours été ainsi. En soi, il me l'a dit, les études aussi, c'est ultra important. Il a dit surtout à l'heure actuelle, parce qu'avant, on n'arrivait pas à finir ses secondaires, on avait une place là, on pouvait aller travailler. Maintenant, non, t'as... Même si tu finis tes études en secondaire et même dans le supérieur. Oui, voilà, c'est ça. Il faut, c'est quand même compliqué. Ouais. Il faut ramer, quoi. Donc, c'est ultra important. Il me l'a toujours dit. Travailler pour l'école, d'ailleurs, il a toujours insisté là-dessus. D'accord. Il a dit, travaillez bien pour l'école, vous en serez récompensé par après. Ma maman, c'est pareil. Elle me l'a toujours dit. En soi, elle a repris une formation d'aide-soignante il y a 5 ans. Donc, elle était plongée aussi de nouveau dans des études. Oui, c'est ça. Donc, c'était assez comique parce que ma maman était en train d'étudier. J'étais en train d'étudier aussi. Des étudiants à la maison. Oui, voilà, c'est ça. Et en soi, elle me l'a dit, travaille correctement parce que en soi, elle a toujours eu un travail, mais... c'est peut-être pas forcément ce qu'elle aimait faire. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris des études et maintenant, elle est ultra passionnée par son métier. Voilà. Je la vois partir contente au travail. À chaque fois, elle est là, elle me raconte les pensionnaires sont super chouettes. Je remarque que c'est que du bonheur. Elle est passionnée par son métier. Et en ça, c'est ça que je me dis, c'est important que je fasse des études, mais pour un métier... pour lequel j'apporte de l'intérêt et pas uniquement un métier pour faire plaisir ou de dire ok, j'en ai un peu marre de l'école en ce moment, je vais arrêter, je vais boulotter. Et moi j'avais plein de gens, alors j'ai rien du tout contre les gens moi je travaille dans la restauration, je travaille chez Colruyt comme étudiant, etc. Je travaille aussi. Et moi j'ai plein de gens qui m'ont dit, je sais pas toi, mais il y a plein de gens qui m'ont dit ça fait quelques années que je suis magasinier, voilà, c'est mon job, mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, j'ai arrêté mes études et je regrette. Et il y a plein de gens qui disent, c'est pas ce que je voulais faire autre chose, mais je me suis retrouvé là-dedans où, moi, j'avais des amis aussi dans l'Eureka qui m'ont dit, je suis un peu tombé là-dedans et voilà, j'ai commencé à boulotter, à avoir un peu d'argent, mais finalement, j'aurais voulu faire autre chose. Et donc, pas dire qu'ils se mordent les doigts tous les jours, mais en tout cas, c'est un poids quand même qui leur reste. Et ça, certaines personnes regrettent de pas avoir continué des études ou de les réentreprendre maintenant, quoi. Oui, en soi, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'en soi, c'est se dire on est là sans avoir voulu. Et je trouve ça dommage parce qu'il faut toujours au moins essayer d'aller au maximum. C'est se dire au moins essayer. On va peut-être pas forcément réussir. C'est ça. Mais je pense qu'il faut quand même au moins essayer. Moi, en soi, c'est ce que ma maman me disait. Si ça tombe, elle pense pas ça forcément, mais... Elle me dit, si ça se tombe, tu vas entreprendre des études, tu vas te dire, c'est peut-être pas forcément ce que... Mais tu aurais été jusqu'au bout de ta démarche, oui, voilà, c'est ça. Comme elle m'a dit, tu essaies. Et en soi, elle me dit, après, tu te renseignes. Si tu remarques que ça ne va pas, tu te renseigneras pour dire, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Mais... On s'est pas fait de base si c'est fait pour soi ou pas. Moi, j'ai fait des études dans le secondaire. Après, quand j'ai doublé ma 4e, j'étais pour faire prof de gym. Je pensais que c'est ce qui allait me botter. J'ai fait des études de gymnastique en secondaire. J'étais une clinche en gymnastique parce que c'était pas fait pour moi et j'aimais pas ça. Oui, voilà, mais il faut au moins essayer, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que, ok, ça, c'était pas fait pour moi. J'étais bon sur un terrain de basket, ce qu'on veut en athlétisme, à la natation, mais la gymnastique qui est quand même un peu l'élément phare lorsqu'on fait des études de gym. Oui, t'as du basket, etc., mais t'as beaucoup d'heures de gym où tu dois te faire mal aux mains, où tu dois... Oui, c'est ça. Donc, et là, si ça te plaît pas, tu te dis, ok, j'ai pas envie de passer 40 ans finalement à faire quelque chose et à montrer aux jeunes quelque chose que j'aime pas moi. Et donc, c'est vrai que ça, c'est important. Donc, comme tu dis, cette culture de l'effort, de dire on a rien sans rien, et donc je m'engage à faire quelque chose. Et quand tu fais quelque chose, est-ce que toi, tu essaies de le faire bien, de donner ton maximum? Parce que tu as peut-être on pourra en parler, des hobbies, des passions en dehors de l'école. Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, je suis quand même quelqu'un de pessimiste.
Ouais. Ouais, je baisse les bras ultra rapidement. D'accord. Ok. Donc, ça m'a déjà porté 2-3 fois préjudice à l'école. Ok. Parce que, pour finir, j'étais là, j'avais fait de super travaux. Mhm. Et il m'arrivait la veille de recommencer le travail totalement. Un travail qui m'avait peut-être pris 2 semaines, je le D'accord. refaisais en... allez, imaginons, je commence à 17h jusqu'à 23h, je refaisais le travail. Et pour finir, il était de moins bonne qualité que mon premier travail. Parce que tu t'es dit en dernière minute, c'est peut-être Ça pas, va pas. c'est peut-être pas ma meilleure copie. Ouais, c'est ou ça, c'est ça. Ça va pas et je recommence. Et donc ça, pour toi, c'est enfin, tu te dis, c'est jamais peut-être assez bon, ou c'est pas du perfectionnisme du coup, c'est plutôt dire mon travail n'est pas bon et ça n'ira pas, et plutôt de côté. Ah non, enfin, je pense que je suis un peu un mélange des deux, parce Ouais. que j'aime bien quand les choses sont ultra bien faites. D'accord. Mais à la moindre épreuve, je vais plus baisser les bras qu'autre chose. C'est ça. Quand il va y avoir quelque chose finalement qui est pas prévu sur ton chemin de base, Ouais, voilà, c'est ça. il va y avoir une Je vais avoir du mal à gérer. Ok. En soi, j'étais comme ça avant. Mhm. Maintenant, c'est vrai que ça commence à aller mieux. C'est vrai que cette année, en réto, j'ai vraiment repris confiance en moi. Ok. J'avais ça, directement, par exemple, pour mon TFE. Mhm. Je rendais la première copie que je faisais. Oui, C'est je ça. relisais un peu, Ouais. ça. Mais je donnais à mon promoteur C'est ça. ce que j'avais fait la première fois, sans grande modification et tout. Mhm. Et en soi, je remarque que ça s'est super bien passé, quoi. Ouais. Et ça génère certainement beaucoup moins de stress si tu dois te dire, ok, bah, finalement, je relis, et non, je vais tout changer, mais il me reste que 10 heures parce que je dois le rendre demain, et c'est la nuit, je dois dormir. Ça met un peu de coup de pression. Ah oui, non c'est ça met de la pression. Et je me dis, t'es bête. Ouais. T'es bête parce Surtout que la que première, en plus, si tu as fait l'expérience que ce que tu rendais la première fois était bon, Ouais, c'est peut-être ça. qu'il y a des choses à améliorer, mais que c'était pas un travail à jeter à la poubelle. Mais Ouais. peut-être que tu as changé du coup d'état d'esprit par rapport à ça. Ah oui, totalement. En soi, je pense, cette année, j'avais des cours de dessin, 1 heure par semaine. Ok. Et à un moment, notre professeur nous avait demandé de faire un projet. Mhm. Et on devait choisir une photo et reconstituer la seconde partie de la photo, mais différemment. D'accord. Et je pense que le travail, je l'ai recommencé 6 fois. Waouh. Chose que je n'avais plus jamais fait pour d'autres travaux. Ok. J'ai recommencé 6 fois. Et pour finir, la dernière copie que j'ai rendue, c'était pas génial, quoi. Mhm. D'ailleurs, Ça. j'étais plus gêné qu'autre chose, Ouais. mais pour moi, je pouvais faire mieux, C'est ça. et non, pas du Donc tout. finalement, tu te dis, ok, il y a une partie où je trouve pas mon travail assez bon, mais en même temps, il y a une partie où tu cherches à améliorer quand même ce Ouais, que tu voilà, avais c'est fait ça. avant. Est-ce que ça se passe comme ça pour d'autres domaines aussi de ta vie, des choses que, je sais pas, des passions, des hobbies, des loisirs, des trucs où tu dis, ok, là, c'est peut-être bien, mais j'aime bien recommencer ou aller plus loin. Oui, en soi, ça fait 2 ans que je suis animateur. Mhm, Donc, cool. d'ailleurs, je reviens d'un camp. Et mes activités sont top, tout le monde me le dit. Ouais. Mais pour finir, je suis jamais satisfait. Tout le monde D'accord. me dit allez, c'est top, c'est super bien ce que tu as fait, c'est super original. Mais toi, de ton point de vue, tu te dis, Et pour moi, c'est pas assez bien. oui, c'est ça. Et pour moi, je me dis mais c'était nul, quoi. D'accord. Enfin, Ok. Donc ta Et- perception n'est pas la même que Ah oui, les non. personnes qui ont vécu la même chose que toi, Non, mais c'est toi en tant sûr. qu'animateur. D'accord. mais tout le monde me dit que je suis un peu trop dur avec moi-même parce que pour finir, Mhm. j'avais quand même fait une activité au top, les enfants Ouais. avaient vraiment adoré. Ouais. Et en soi, maintenant, ça m'amène à réfléchir, à me dire, tout ce que je fais n'est pas si mauvais que ça. Mhm. Et voilà, maintenant, ça va pour mes futures études. Je me dis que, pourquoi pas réapprendre à travailler d'une autre manière. Ouais. Me dire, vas-y, fonce sur ta Mhm. première idée, parce que pour finir, les autres idées ne vont pas forcément suivre et être Mhm. les meilleures, quoi. Ouais. Est-ce que pour toi, du coup, enfin, ça peut être un élément intéressant ou pas, hein, tu me diras ce que tu en penses, d'être exigeant quand on est étudiant avec soi-même. Est-ce que ça a plutôt c'est plutôt une force ou une faiblesse pour toi? Je pense qu'il faut toujours se Vraiment, on a placer. beaucoup d'attentes par rapport Ouais, à ouais, soi-même, ouais. tu vois, on veut vraiment tout donner, on a beaucoup Ouais, d'exigences. je pense qu'il faut toujours se placer une barre et un objectif à se dire, voilà, je vais faire ça. Mais il faut jamais viser forcément trop haut. Parce que je pense que c'est c'est en fonction du temps, en fonction des motivations restantes, qu'on va perfectionner un travail. Ouais. Je pense qu'il faut toujours viser... par exemple, il y a des travaux, je visais 14 sur 20 pour le début. Ouais. Puis après, j'ai encore un peu de temps. Allez, je vais retravailler ça. D'accord. Mais pour finir, j'ai remarqué que ça fonctionnait. Et que pour finir, j'avais des 16, 17 sur 20. Mais je D'accord. pense qu'il faut toujours se baser un bon minimum. Avoir Et puis après, en une limite, fonction c'est ça. de nos adaptations, allez hop, on va viser C'est ça. On modifie des petites choses qui permettent d'avoir un progrès, une progression sans voilà, c'est chercher ça. l'excellence, parce que
si on cherche le 20 Parce sur que 20, l'excellence on n'est peut pas faire- forcément la meilleure. Qu'en soit, je Ouais. remarque que les professeurs, des fois, ils ne soulignent pas forcément l'excellence. Non. Les professeurs, ils soulignent le progrès. Ouais. J'ai entendu une interview il n'y a pas longtemps du patron d'Alibaba, c'est une grosse boîte en Chine qui fait, avec AliExpress et ce genre de choses. Lui disait que dans ses employés, il engageait surtout des gens qui n'avaient pas plus de 12 sur 20 de moyenne à l'école, parce que lui, il pensait que les 8 autres points de décalage permettaient aux étudiants de faire d'autres choses sur le côté qui leur permettaient de développer d'autres compétences. Je me dis, tiens, c'est une réflexion intéressante. Enfin, je ne partage pas à 100%, mais je me dis, c'est pas inintéressant ce qu'il dit, parce que si un étudiant n'est que focus sur l'école toute sa scolarité, mais du coup qui prend pas de temps pour des activités comme tu fais, comme être animateur, comme avoir des loisirs et ce genre de choses, peut-être qu'en faisant ça, ces activités, tu développes d'autres compétences. Tu n'apprends peut-être pas à faire une animation à l'école. Encadrer un groupe, c'est pas une chose que tu as appris à l'école. Tu l'as apprise dans peut-être ta formation d'animateur et puis sur le terrain avec la pratique. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, en soi, on apprend de plein d'autres manières. Par exemple, des activités. Je suis allé à des plaines de jeux quand j'avais entre 8 et 12 ans. Ouais. En soi, je refais des activités maintenant, mais vraiment, j'y apporte ma petite touche personnelle. Et en soi, ma petite touche personnelle, je l'apporte comment ? Par rapport à mon vécu, tout ce que j'ai vécu toutes ces années. Il y a des bouquins, il y a des vidéos, il y a le point de vue de personnes aussi. Je trouve que c'est ultra important. Par exemple, en tant qu'animateur, c'est ultra important de demander aux enfants ça t'a plu, qu'est-ce que t'as moins aimé. Donc c'est vrai que c'est pas totalement faux ce qu'il dit, quoi. Ouais. Ok. Ces activités, donc tu encadres des plus jeunes aussi, c'est ça. Ces activités-là, pour toi, elles sont importantes du point de vue du coup des jeunes. Ça leur permet quoi de pouvoir être comme ça dans un groupe, de faire des activités, de partir en camp, et ça, c'est quoi pour toi si tu devais me le vendre en 2-3 phrases, tu me dirais quoi pour que j'inscrive mon enfant au scout ou au patro, je ne sais pas, c'est une ASBL. C'est une ASBL, on est totalement indépendant. Ok, dans votre ASBL, moi je veux inscrire mon enfant, tu me pitcherais ça comment? Déjà, allez, par exemple, cette année, on a fait un camp où par jour, on incluait une valeur. Wow. Et c'était des valeurs vraiment ultra importantes. Par exemple, qu'est-ce qui fait un bon camp ? Jouer, s'entraider, coopérer, s'amuser. Donc, on avait vraiment véhiculé plein de valeurs. Ouais. Et on s'était dit, pourquoi pas les inclure de diverses manières grâce au jeu. Ok. Cool. Et donc, pour finir, quand je pense s'entraider, on a fait une journée avec des jeux de coopération. Génial. Par exemple, s'entraider, ça a été tout le camp parce qu'on a été touché par les inondations. Ouais. Les plus grands aidaient les plus petits. Les plus grands, ils nous aidaient. Nous, animateurs, parce qu'on a dû refaire tous les sacs et tout, les plus grands, ils venaient nous aider. Ils ont refait les sacs, ils les déplaçaient, ils s'occupaient des plus petits. Donc, je crois que c'est ultra intéressant d'inclure des valeurs. Ouais. Et voilà, je pense que si aussi on est passionné, si on prend du plaisir à faire, ça va beaucoup mieux passer. Ouais. Ok, mais c'est intéressant de travailler sur ces valeurs. Finalement, il y a beaucoup de valeurs de groupe aussi, parce que il y a peut-être des moments d'individualité, mais c'est surtout une histoire de groupe. Alors moi, j'ai jamais été dans des camps, etc. Donc j'ai pas trop je connais beaucoup de gens qui en ont fait ou qui sont animateurs comme toi. Donc du coup, je vois un petit peu le contexte, et je trouve que ce genre de choses, finalement, il y a pas 10 000 endroits où on peut les apprendre. Alors c'est vrai que dans les sports, on peut apprendre aussi l'esprit de groupe, de coopération, etc. Mais j'ai l'impression que dans les camps, ça va peut-être un niveau plus loin où finalement, si on voit quelqu'un qui est comme on passe du temps ensemble, on apprend peut-être plus à se découvrir aussi. Et puis il y a la vie de groupe aussi. Oui, c'est ça. Et apprendre à vivre avec les autres en collectivité, en fonction des tempéraments de chacun, des profils, etc. C'est très riche sur le plan humain. Ah oui, totalement, parce que pour finir, je pense, on organisait les vaisselles aussi. C'était pas nous qui faisions les vaisselles, c'était les enfants. Ouais. Donc on disait, la tante là, vous faites la vaisselle maintenant. Et voilà, ils la faisaient. Et c'est vrai que c'était aussi... Là, on voyait l'entraide. Certains lavaient, d'autres amenaient les assiettes, certains lavaient les tables, les autres essuyaient. Donc c'est vrai que c'était ultra intéressant, quoi. Ok. Encore une ou deux petites questions, et puis on terminera là-dessus. Toi, si tu étais coach scolaire, comment tu voudrais coacher les étudiants? Un étudiant vient te voir, il a des soucis plutôt de motivation, il n'a pas de confiance en lui, etc. Tu serais un peu quel type de coach? Quel coach tu auras envie d'être, toi, pour les étudiants?
Déjà, ce que je ferais, je discuterai avec lui. Je vais vraiment retracer le parcours, l'histoire, en apprendre davantage sur lui parce que avant d'aider une personne, il faut la connaître. Je pense que c'est quand même ultra important. Ouais. Sinon, j'essaierai de mettre en place plein de choses avec lui, mais des choses qui l'aideraient vraiment, où là, je vais remarquer un progrès. Par exemple, je ne vais pas m'obstiner à travailler quelque chose qui, je remarque... ne fonctionne pas forcément avec moi, je vais pas m'obstiner, je vais vraiment faire ce pourquoi je peux l'aider. Apprendre à connaître la personne et puis pourquoi pas proposer à quelqu'un d'autre, tu sais pas l'aider pour ça parce que moi je n'y arrive pas. Parce qu'en soi c'est pas forcément avec une personne qu'on va apprendre plein de choses, c'est avec plusieurs. Ouais. Et donc c'est ça la richesse du coup d'être avec d'autres personnes aussi, pas juste d'être dans l'exclusivité d'une personne qui apprend à l'autre. Je pense avoir plein de points de vue, c'est ultra intéressant et on apprend beaucoup mieux. Et ce que tu dis est très intéressant et résonne en moi, le fait de pouvoir apprendre à connaître la personne, c'est un élément indispensable que quelquefois on oublie. Moi j'avais un professeur qui disait tout le temps d'anglais, qui disait avant d'apprendre l'anglais à John, il faut apprendre à connaître John et ensuite seulement on lui enseigne l'anglais. Moi je trouve que quelquefois c'est un truc qui se perd peut-être au niveau des écoles. Alors c'est vrai que c'est des classes, on peut pas connaître peut-être tous les élèves à 100%, etc. Mais tu le disais tout à l'heure, de créer cette relation peut-être de confiance entre prof et élève, c'est pas un truc c'est pas parce que le prof rentre le premier jour qu'il gagne la confiance des élèves et que les élèves gagnent la confiance du prof et que c'est peut-être quelque chose qui se développe au fur et à mesure des semaines, etc. Donc ok, merci en tout cas pour tout. Juste dernière petite chose, comment tu vois l'année à venir honnêtement, je vais me mettre à la place des élèves de secondaire, ceux qui rentrent surtout. Ouais. En soi, je trouve, sur la scolarité, il y a 2 transitions ultra importantes. Il y a la 6e primaire, première secondaire. Et il y a la transition 3e secondaire, 4e secondaire, où là, les choses sérieuses du secondaire commencent. Ouais. Déjà, pour les élèves de 6e primaire, c'est beaucoup de courage. En soi, les professeurs sont quand même très parents. Ouais. Donc, ils sont quand même très derrière les élèves. En tout cas, moi, c'est ce que je veux devenir aussi pour eux, vu que je leur enseignerai. Ouais. Et puis, par exemple, pour les élèves de 3e, 4e secondaire, c'est s'accrocher. Vraiment... C'est pas forcément facile. Bon, il y a des élèves qui ont plus de facilité que d'autres. Mais en soi, c'est toujours se dire qu'on va y arriver et qu'il faut au moins essayer. Ouais. Parce que, quoi qu'il en soit, il ne faut jamais être déçu de soi. Le principal, c'est de donner son maximum. Et puis après, pour le reste, on réajustera au fur et à mesure, quoi. Ok, super. Dernière petite question, un peu question mystère. Tu t'imagines comment dans 50 ans? Qu'est-ce que tu auras envie d'avoir accompli, surtout sur le plan développement personnel et professionnel? Comment tu te vois, toi, à l'âge d'or, à 50-60 ans, proche de la retraite? Comment tu t'imagines? Déjà, je me vois avec mes petits-enfants sur mon fauteuil. Cool. Non, mais plus sérieusement, avoir eu une belle carrière, avoir pu développer plein de projets et avoir surtout pu travailler avec un métier qui m'aura passionné toute ma vie et auquel j'apporterai toujours autant d'intérêt, même en étant à la retraite, par exemple. Parce qu'en soi, je vois, il y a des professeurs, ils s'intéressent toujours à leurs cours, même si... il y en a qui continuent d'être dans même le secteur de l'enseignement en tant que bénévole, une retraite, etc. Parce qu'ils sont toujours dedans, parce qu'ils aiment ça et que... Ok. Et j'apporterai toujours un attrait pour ma famille, pour mes amis. En soi, j'espère aussi toujours avoir les mêmes amis que maintenant. Ouais. En soi, ça me paraît plutôt bien parti. C'est bien. Et non, voilà. Et puis, surtout être heureux et épanoui. C'est ça. Donc, d'avoir développé des projets, d'être là, proche de la famille, d'avoir contribué à quelque chose. Et finalement, toi, tu pourrais jouer ce rôle aussi de transmission de savoir, de partager une passion. Et peut-être que dans 50 ans, il y aura des jeunes qui viendront te voir et te diront... Ok, Monsieur Younes, c'est grâce à vous vraiment que je suis devenu aujourd'hui prof de français. Et là, tu diras, franchement, ce serait une grande fierté. Et en soi, c'est se dire, waouh, quel parcours accompli, quoi. Ouais, tout à fait. Super. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a toujours des personnes comme ça, ressources ou des personnes sur qui on tombe. C'est quelquefois une parole ou un mot, mais qui mettent qui motive.
et qui, moi, c'était à la haute école, je me souviens, c'était ma promotrice de TFE qui m'a dit, je voulais commencer à travailler, et finalement, elle m'a dit, mais continue, quoi, t'as les capacités pour faire l'UNIF, j'avais jamais envisagé ça, parce que pour moi, voilà, je voulais bosser, etc. Mais c'est vrai qu'elle m'a un peu challengé là-dessus, elle m'a dit, t'as les capacités pour faire l'UNIF, voilà, va vraiment dans ce que t'aimes aider les jeunes, etc., va vraiment là-dedans, tu peux réussir. Et donc, c'est vrai que voilà, ça te met dans une position où elle fait en sorte que tu puisses prendre confiance en toi, etc. Et donc, du coup, voilà, jouer ce rôle aussi en tant que professeur, c'est important et ça pourrait aider beaucoup d'étudiants. En tout cas, Younes, merci beaucoup. On te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Une bonne rentrée scolaire dans un petit mois, même un peu plus qu'un gros. Un peu plus, ça va, c'est le 13 septembre. Ouais, ça va. On approche tout doucement, mais tu as encore du temps pour pouvoir te reposer, profiter de tes congés. Un grand merci. Merci en tout cas pour toute cette interview qui était vraiment passionnante. On pourrait continuer à discuter encore des heures, mais l'heure tourne. Et merci en tout cas beaucoup et à très vite. À bientôt. Au revoir, merci.